Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la PlayStation, première console de Sony 32 bits la plus vendue de sa génération et ses graphismes 3D. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler, non. Aujourd'hui, nous allons aborder une de ses grandes problématiques, sa protection contre le piratage. Tout comme sa rivale, la Sega Saturn, la PlayStation fonctionnait avec un support CD. Un support qui la rendit tout autant sujette au piratage. Le CD PlayStation se distinguait du CD-ROM classique, tout d'abord d'un point de vue esthétique, sa surface étant de couleur noire. Une caractéristique colorimétrique qui n'avait pourtant rien à voir avec sa protection. Sa particularité résidait surtout dans une zone de données, stockée sous forme d'oscillations sonores permettant la reconnaissance d'un jeu original ainsi que sa région. Cette zone était également présente sur les CD vierges et contenait d'autres informations comme la vitesse de gravure maximale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était impossible de parfaitement copier un jeu par le biais d'un graveur. Ainsi, les CD européens étaient caractérisés par la chaîne SCEE, les CD américains par SCEA et les CD japonais par SCEI. La première technique utilisée pour contourner cette protection était celle du swap, une technique similaire à celle employée sur la Sega Saturn. Il fallait d'abord insérer un CD original, puis dès que celui-ci ralentissait, il fallait aussitôt le remplacer par un jeu importé ou copié. Lors de la première étape, la console lisait la zone du CD attestant de son origine. Une fois cette étape effectuée, il était donc possible de lancer un autre jeu. Mais cette méthode fut rendue caduque sur les modèles suivants de la PlayStation, Sony ayant modifié le processus de lancement. La zone d'origine était désormais lue une nouvelle fois, empêchant ainsi toute méthode de swap. Néanmoins, une nouvelle méthode de contournement ne tarda pas à apparaître et à se populariser rapidement, celle des mod chips. Le mod chip était un microcontrôleur PIC. Outre le fait d'être abordable financièrement, il présentait l'immense avantage de permettre la lecture des jeux copiés, mais aussi des jeux importés. Son fonctionnement était plutôt simple. Lors du contrôle effectué par la PlayStation, le mod chip patchait à la volée le signal du contrôleur en lui transmettant la donnée de région correspondante, lui faisant ainsi croire qu'il lisait bien un jeu original et de la bonne région. La région en question était définie par le BIOS de la console et différait selon celui-ci. Sony se basa sur cette particularité pour lancer sa contre-offensive. Apparue au Japon avec le jeu Pocket Mumu, cette nouvelle protection interrompait la lecture du jeu en cas de présence d'un mod chip. Pour la contourner, apparurent ce qu'on appelait les mod chips furtifs. Ceux-ci se désactivaient après la phase d'authentification, rendant alors leur détection impossible. Mais outre les méthodes du swap et des mod chips, une troisième possibilité apparut afin de pouvoir tout lire sur la 32 bits de Sony. L'Action Replay. Créé par Dattel et souvent imité, ce périphérique se branchait sur le port d'extension de la console. À l'origine, ce port servait uniquement pour les développeurs, mais il recelait également une fonctionnalité des plus utiles, celle de se substituer au BIOS interne. Ainsi, une fois l'Action Replay branché, le démarrage s'effectuait sur un nouveau menu. Peu de temps après son apparition, un développeur japonais créa un firmware alternatif nommé Kaetla, dont le but premier était de faciliter le développement sur PlayStation. Ce qui permit alors à la scène Homebrew de prendre véritablement son envol et de pouvoir s'exprimer sur la 32 bits de Sony. Mais ce firmware fut également détourné de son usage principal dans le but de réemployer la méthode du swap. Désormais, une fois le jeu original inséré, le moteur s'arrêtait pour permettre de placer alors le jeu de son choix, qu'il soit gravé ou importé. La lecture reprenait aussitôt. Sony répliqua à cette nouvelle méthode de piratage en supprimant le port d'extension sur les modèles 9002 de la PlayStation. La riposte des pirates ne tarda pas avec la création d'un CD PlayStation permettant de lire tout type de jeu. Ce CD de démarrage devait être détecté par la console comme un original avant d'être remplacé par le jeu souhaité. Mais son pressage devant tenir compte des spécificités des jeux PlayStation, ce qui n'était pas à la portée de tous, cette nouvelle méthode resta assez confidentielle. Son autre inconvénient étant son impossibilité à lire les jeux d'une région autre que celle de la console. La technique des mod chips apparaissait alors toujours comme la meilleure méthode possible. Néanmoins, Sony profita de la sortie de Medieval en Europe pour inaugurer son ultime technique de contre-piratage, la Lipped Clipped, une évolution de la protection présente sur Pocket Mumu. Les mod chips ayant évolué jusqu'au point de devenir indétectables, il fallait désormais analyser plus profondément la structure du CD afin de détecter toute copie. Parmi les données d'un CD, existe une zone appelée Subchannels.
une zone de données totalement inconnue pour la plupart des graveurs de l'époque et qui fut alors exploitée par Sony pour sa LipCrypt. En pratique, le contrôle vérifiait d'abord si une Action Replay était branchée sur la console, ceci afin de rendre plus difficile l'analyse de la protection. Puis, les sub-channels du CD étaient détectés et grâce à eux, une clé était générée. Cette clé était ensuite vérifiée et si elle s'avérait fausse, le jeu se bloquait ou présentait des anomalies. La LipCrypt fut déclinée en 4 versions, devenant de plus en plus difficile à isoler. Les programmeurs pouvaient faire déclencher à n'importe quel moment du jeu une vérification, provoquant alors des événements aberrants. Mais encore une fois, la parade fut trouvée et de 2 façons. Il était possible d'appliquer un patch sur l'image disque afin de faire sauter la protection, mais surtout, il apparut des logiciels de gravure capables d'écrire des sub-channels, rendant ainsi la détection des jeux copiés impossible pour une PlayStation équipée d'un mod chip. La PlayStation première du nom ne fut guère épargnée par le piratage. Malgré les contre-attaques de Sony, il était relativement facile de lui faire lire des jeux copiés. Certains pensent d'ailleurs que cela joue un rôle important dans la popularité de cette console. Une idée plutôt discutable quand on sait que la Dreamcast, si simple à pirater, fut un échec commercial. Mais ceci est une autre histoire.